Déjà, je voudrais exprimer toute mon indignation suite à toute la violence que nous constatons sur le terrain aujourd'hui. Il est incroyable de constater que le Congo, qui était un pays paisible, en est arrivé là. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2025, que nous puissions constater que les agents de la garde présidentielle, aujourd'hui, arrivent à assumer ce genre de rôle, ce qui devait être en principe la responsabilité de la force publique urbaine, dans la gendarmerie et la police. Il y a quelques jours, nous avons constaté, apeurés, que 4 bandits cagoulés sont rentrés dans la maison d'un paisible citoyen, issu d'une famille bien connue d'hommes d'affaires, dont le grand homme d'affaires qui est M. Paul Obambi. Son frère a été tué, gardien ligoté. Nous sommes arrivés à une barbarie insoutenable et inadmissible. Comment ne pas s'indigner lorsque un être cher est retiré de l'affection de sa famille? Donc nous sommes scandalisés. Cependant, nous sommes dans une république et que ceux qui ont la fonction de faire un travail doivent l'accomplir tout en protégeant la population. Et lorsque la population n'a plus personne et que certains individus prennent cette responsabilité-là, cela paraît dans l'immédiat, sous l'émotion, comme étant la bonne chose, une bonne chose. Mais cependant, nous sommes dans une société où seule la loi peut encadrer ce genre de travail. Je vous rappelle que dans beaucoup de pays du monde, il y a ce qu'on appelle l'état de siège. Et le Congo en 2020 a une loi qui autorise cela. Mais cela doit être cadré dans la loi. Et donc, en ce qui me concerne, je considère qu'il faut plutôt associer les forces ensemble pour trouver la solution à ce problème. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Je pense que ce problème-là n'est pas simplement un problème de répression policière et militaire. C'est aussi un problème social qu'il faut s'asseoir et trouver des solutions. Voilà pourquoi je rassemble toujours tout à la volonté politique de réfléchir sur comment régler ce problème. Est-ce que le problème n'est pas un problème à tout niveau? Problème d'instruction, problème de pauvreté, problème d'instruction, comme je viens de le dire, problème de chômage massif. C'est tout un travail. Voilà pourquoi je demande qu'il y ait une réflexion à ce sujet. Parce que dans le fond, je suis désolé, nous ne trouvons pas le problème. Lorsqu'on regarde à travers le monde, lorsque des institutions à la fois militaires et policières font ce genre d'action, cela dans l'immédiat a tendance à créer une psychose au niveau de la population. Mais cela ne résout pas à long terme le problème. Il faut résoudre le problème à long terme. Et donc pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensons qu'il est toujours important d'associer la loi et de savoir quelles sont les personnes qui prennent la responsabilité d'assumer ce genre de situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde entier regarde. La société congolaise est une société qui, malheureusement, depuis de longues années, n'a pas évolué sur le plan de l'emploi, le plan de l'instruction, sur le plan social. Vous allez remarquer que notre société a un problème de pauvreté et un problème d'épanouissement au niveau des familles. Je vous prends un exemple simple. Un retraité a aujourd'hui 50 mois sans pension. Les retraités ont dans leur maison plusieurs générations. Leurs fils, fonctionnaires, qui parfois ont des problèmes de paiement. Leurs petits-fils, étudiants, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui vont dans l'armée. Certains sont morts à Ornano. Donc c'est une société qui est malade à plusieurs niveaux. Mais tout cela est dû à la gestion politique. Parce que ce sont les politiques qui établissent les programmes au niveau de la société. Et lorsque les programmes ne sont pas bien définis, on a l'impression aujourd'hui que rien ne marche. Pourquoi il y a des taxis-motos dans notre société? Parce que la municipalité, les gouvernements n'ont pas pu créer, d'améliorer le système de circulation dans notre pays. Notre pays n'a pas de tram. Notre pays a des routes cassées. Notre pays a des endroits où il est difficile d'accéder. Donc, il est difficile. Et maintenant, les gens créent de l'emploi par rapport à la misère nationale. Comme l'État ne crée pas les routes au niveau de Simbapel et dans certains quartiers de Brazzaville, et bien certains jeunes aujourd'hui sont devenus conducteurs de taxi-moto, ce qui n'est pas mauvais.
Mais cela veut dire que la société n'évolue pas par rapport à l'augmentation de la population. Donc il y a plusieurs faits de société. Pour moi, la pauvreté ne justifie pas tout, mais c'est lié à cela. Le manque d'emploi, le chômage massif crée tous ces phénomènes-là. Et je pense que le manque de débouchés, la misère nationale, tous ces ensembles-là créent aujourd'hui ce que nous constatons, la violence urbaine. Et ensuite, il ne faut pas oublier, les frontières poreuses. Il y a des ressortissants de plusieurs pays qui rentrent dans notre pays d'une manière anarchique. Tout cela crée le banditisme. Les gens ne sont pas filtrés lorsqu'ils arrivent au Congo. Ne soyez pas surpris que certains viennent avec des habitudes de machette. Les Congolais, vous voyez les machettes seulement dans les champs. Aujourd'hui, les machettes sont vues partout. Donc il faut aussi réguler l'acquisition de ce genre de matériel. Si vous allez au marché, il est facile d'avoir une machette. Mais il faut réguler. Il faut interdire la vente de machettes à des mineurs. Tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent réguler et améliorer un peu le climat de sécurité dans notre pays. Mais pour moi, ça reste un problème politique. C'est une volonté politique de s'asseoir et de mettre les moyens. Ensuite, au-delà du fait que vous m'avez demandé pourquoi ce phénomène, il faut aussi rappeler que ce phénomène-là doit aussi avoir une réponse fiable. J'ai remarqué dans nos enquêtes de société civile qu'il y a certains commissariats qui n'ont même pas les moyens roulants pour pouvoir accéder dans certains quartiers. Tout cela, ce sont des réponses qui doivent être apportées à la réparation du problème. Donc, s'il y a une volonté politique, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la compétence, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, surtout la police et la gendarmerie, parce que c'est leur fonction, c'est eux qui ont étudié ce genre de problème. Surtout eux, s'ils sont dotés de bons moyens, on peut avoir une certaine diminution. Toute solution tendant à arrêter l'oisiveté des jeunes est une bonne chose. L'oisiveté, ça veut dire ne pas savoir quoi faire, traîner dans la ville. Vous allez remarquer que tout s'engendre. Nous sommes dans cet engrenage de la société où, lorsque le sport ne marche pas bien, lorsque les équipes de sport n'ont pas d'entrée financière, cela crée aussi le banditisme. On ne le dit pas, mais dans les coupes sportives, les équipes où il n'y a pas d'entrée financière, là où les jeunes se battent pour réussir à gagner un match, mais à la fin, la coupe est vide, ça crée tout ça. Les jeunes sont perdus. Pourquoi certains pensent à aller en Europe et ailleurs? Parce qu'ailleurs, ils ont l'impression que la vie est meilleure. Donc pour moi, je suis d'accord, mais améliorons d'abord notre société. Faisons évoluer la République. Vous allez voir, certains secteurs vont diminuer de violence. Les jeunes, dans les écoles, améliorons nos écoles, améliorons nos instructions, mais créons dans notre pays des unités de production, nous importons tout. Mais créons des usines, faisons travailler la jeunesse, donnons-leur de l'instruction. Si d'autres secteurs au niveau de la République avancent, vous allez remarquer, les gens n'auront pas le temps à aller chercher à faire de la violence. La violence est souvent le résultat du manque d'avenir, du manque de débouchés. Les jeunes sont perdus, ils n'ont pas de référence. Alors lorsque leur référence c'est par exemple devenir comme Messi, ils vont dans une équipe de football, ils transpirent toute la journée, à la fin, on ne les déplace même pas pour rentrer chez eux. Donc à la fin, je dis, mais même dans le sport, je ne m'en sors pas, ma famille est là, attends que je puisse réussir, mais je n'arrive pas. Parce que dans tous les secteurs de la République, il n'y a pas assez d'investissement. Le problème est beaucoup plus profond. Moi, je pense que aller tuer des jeunes, aller faire de la répression, ne va pas résoudre le problème entièrement. Ça va pendant un certain moment apaiser, mais pas entièrement. Et ensuite, je rappelle que le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville. Si la répression policière s'installe, dans les enquêtes et partout, il faut regarder toute la République, parce que certains vont fuir Brazzaville pour aller à l'intérieur du pays, et ils vont continuer à faire des exactions là-bas. Donc c'est un travail national, mais il faut que les Congolais s'asseyent pour trouver les vraies solutions à ce drame national. Dans la visibilité nationale et internationale, il ne faut pas faire semblant. Les Congolais dans tous les secteurs ont échoué dans leur gestion publique. Alors, demandez aux jeunes d'entreprendre avec quels moyens, avec quelles possibilités, avec quelle structure.
Le Congolais aime beaucoup les discours. Les dirigeants congolais ont toujours tendance à nous donner des messages élogieux. Mais sur le terrain, la difficulté est là. Vous ne pouvez pas demander à un jeune d'entreprendre lorsque dans son quartier, il n'y a pas d'électricité. Vous comprenez pourquoi certains dans d'autres pays émergent? Parce que les conditions fondamentales sont déjà créées. Voilà pourquoi je vous dis, les politiques doivent assainir l'environnement. Si l'environnement est assaini, la jeunesse pourra trouver la possibilité de pouvoir créer. Et la liberté est importante également. On ne peut pas soupçonner des jeunes qui se retrouvent dans un quartier simplement de manipulation politique ou quoi que ce soit. L'inspiration est importante. Donc je considère que la jeunesse au Congo-Brazzaville étant déjà perdue, il est difficile à cette jeunesse-là d'entreprendre. Non, il faut que les politiques créent les conditions pour qu'on puisse entreprendre. Il faut diminuer beaucoup de choses, diminuer les taxes, diminuer une certaine forme de paternalisme. Le Congo a ce grand problème-là. Mais nous ramenons le dossier à la gestion publique. Il faut assainir la gestion publique. Moins de corruption augmente les investissements. C'est pour ça que je vous ai dit, si le pays est bien assaini, s'il y a une rigueur de gestion, vous allez remarquer que certains secteurs vont avoir de l'évolution. Au Congo-Brazzaville, dans les écoles, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas Internet. Mais certains jeunes aujourd'hui n'ont pas l'incitation d'y aller. Parce qu'après, certains n'ont pas d'emploi non plus. Donc il faut arranger tous ces paramètres-là. Il ne faut pas laisser certains privés venir construire simplement des écoles privées et penser que c'est la solution. Non. Donc le problème est beaucoup plus profond. Le phénomène que je l'ai dit tout à l'heure de taxi-moto, ce phénomène a atténué certains bandits là. Mais ce domaine-là aussi doit être assaini et régulé. C'est pas assez régulé. Il y a certaines situations où nous voyons un peu de violence dans ce genre de secteur, ou bien certaines personnes n'ont pas la garantie sur la manière dont certains conducteurs se conduisent dans la ville. Ils n'ont pas reçu une bonne instruction et aujourd'hui ils circulent dans la ville, ils ont respecté les panneaux de signalisation, les arrêts et tout le reste. Il y a de l'ordre à mettre dans la République. Sans cet ordre-là, nous allons continuer à seulement constater. Le pays doit arrêter de constater, il faut maintenant passer à l'action, mais d'une manière régulière. Après l'élection de 2016, lorsque nous avons constaté que 2 leaders, dont le général Mokoko et le ministre Komi Saïssa, avaient été arrêtés, nous avons compris que le Congo avait besoin d'un dialogue pour justement trouver des solutions et atténuer cette méfiance nationale dans tous les secteurs. Oui, nous avons demandé le dialogue, cela fait au moins 9 ans, puisqu'ils sont arrivés, ça fait 8-9 ans, que les Congolais devaient se retrouver. Et avec la diaspora, parce que en 2025, nous sommes l'un des derniers pays où la diaspora ne vote pas. Ce sont des Congolais. On est Congolais, que l'on soit au Congo, aux États-Unis, en France, ou à Tokyo, au Japon, on est Congolais. Donc on devait avoir le droit de vote. Ce que nous appelons également avoir le droit de vote au niveau des Congolais de l'étranger, qui sont installés dans la diaspora. Mais pour revenir sur l'idée du dialogue, pour nous, ce dialogue est fondamental. Parce qu'il n'y a que la contradiction qui apporte la solution. Vous allez constater que les dirigeants publics qui sont là depuis longtemps n'ont pas de contradiction. Voilà pourquoi il n'y a pas de solution. Il faut laisser la contradiction au débat. Il faut accepter que d'autres personnes ne pensent pas comme le président de la République. Au contraire, cela devait nous permettre de réfléchir pour évoluer les choses. Mais s'il y a une certaine suffisance au niveau des dirigeants, voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de solution dans tous les secteurs. Tous nos secteurs sont morts. Regardez la sécurité urbaine. C'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mais laissez les gens vous dire autre chose de ce que vous faites. Parce que nous sommes tous citoyens de la République et nous constatons la réalité. Il faut dialoguer pour trouver des solutions. Il faut dialoguer pour que on comprenne. La République a besoin de personnes qui viennent d'autres horizons, qui ont une autre lecture de la chose, mais qui à la fin ont le même intérêt, le bien-être des citoyens.